Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de questions-réponses sur la chaîne Texama. Comme d'habitude, vous pouvez laisser en commentaire vos questions en rapport avec la tech et j'essaye d'y répondre. Si c'est un domaine où j'y connais un minimum, si je n'y connais pas, je vous le dirai tout de suite. Donc voilà. Commençons tout de suite. Nous avons moins de questions que d'habitude ici. Il y avait moins de questions que je trouvais intéressantes, donc si vous avez des questions intéressantes, n'hésitez pas à en laisser dans les commentaires, comme j'ai dit. Bref, commençons. La première question de cette semaine-ci, c'est celle de PilKH9 qui nous pose la question suivante. Je fais un petit résumé. Les SSD remplacent de plus en plus les disques durs. Toutefois, ces SSD ont un petit problème par rapport aux disques durs. C'est que quand vous écrivez un certain nombre de données par-dessus, au bout d'un moment, ils ne pourront plus en accepter parce qu'ils ont une durée de vie limitée. Contrairement à un disque dur où c'est plus... Si la mécanique tourne toujours, le disque dur continuera de tourner. Mais le SSD, si vous écrivez un certain nombre de terabytes de données dessus, au bout d'un moment, ça ne marchera tout simplement plus. Et sa question portait sur le fait de, mais qu'est-ce qui se passe en fait quand vous atteignez cette limite? Alors pour faire simple, un SSD composé de cellules de mémoire, et vous pouvez écrire des données dessus, des 0 et des 1, et avec plusieurs cellules, vous allez avoir un fichier image ou un fichier textuel ou un fichier audio, et du coup, évidemment, à fait que vous allez écrire dans ces cellules, elles vont se dégrader et au bout d'un moment, vous ne pourrez tout simplement plus écrire de données dedans. Et là, c'est plutôt bien géré par les SSD modernes. Quand ça arrive, déjà, avant que ça n'arrive, le SSD moderne va s'assurer d'écrire des données dans des cellules qui n'ont pas encore été utilisées ou qui ont été utilisées voilà, pas mal de temps et qui ont encore de la durée de vie. Donc, si vous avez un SSD, par exemple, de 1 Tera, 1000 gigas, et que vous avez seulement 250 gigas de données dessus, et que vous supprimez des trucs, vous réécrivez des nouvelles choses, en réalité, le SSD va mettre les données un peu partout sur ce 1 Tera. Et il va faire un petit peu jongler avec les cellules pour faire en sorte de maximiser la durée de vie de celui-ci. Et ça, c'était pas le cas au tout début d'ailleurs des SSD, mais maintenant c'est le cas. Maintenant, au bout d'un moment, même à force de jongler, on va atteindre la limite physique de durée de vie de ce SSD. Alors ça va prendre énormément de temps en réalité. Il y a beaucoup de gens qui croient que les SSD ça meurt hyper vite. Il faut énormément d'écriture sur un SSD pour le tuer, réellement. Surtout les SSD modernes sont beaucoup plus résilients. Il y a toutes des histoires toutefois avec le type de mémoire utilisé. Vous avez la mémoire MLC, TLC et vous avez aussi même le QLC maintenant. Donc ça, c'est la quantité de bits de données que vous mettez sur une seule cellule. Donc TLC, c'est 3 bits de données. Le MLC, c'est 2. Et vous avez aussi le SLC, ça c'est 1, mais c'est plus très utilisé. Et vous avez le QLC, c'est 4. Et évidemment, plus vous avez de bits de données sur une cellule, plus vous allez l'utiliser, plus elle va se dégrader vite. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Du coup, ce qui va arriver quand l'entièreté des cellules vont commencer à se dégrader, eh bien tout simplement, la capacité du SSD va diminuer. C'est comme ça que ça arrive la plupart du temps. Vous allez le voir dans Windows, ce SSD va commencer à diminuer en termes de capacité. Après, comme je l'ai dit, il faut écrire énormément de données avant que ça n'arrive. Et ça, c'est dans le cas où le SSD ne meurt pas prématurément d'une autre raison. Parce que, comme un disque dur, ça peut arriver que juste vous avez un problème électrique, une surtension sur votre PC qui peut-être va affecter le SSD, le tuer. Vous pourriez avoir juste pas de chance. Le SSD a un petit défaut de fabrication qui fait que au bout de 2 ans d'utilisation, la puce mémoire meurt comme ça d'un coup. Ça peut toujours arriver. On n'a jamais la garantie à 100% que quelque chose fonctionne parfaitement. Et c'est la même chose avec les disques durs d'ailleurs. Il y a des disques durs qui, des fois, après une semaine d'utilisation, juste claquent totalement. Donc, yep. Ça aussi, ça peut toujours arriver. Il y en a qui vont le dire certainement dans les commentaires. Moi, mon SSD, il est mort d'un coup. Il n'a pas commencé à diminuer en capacité. Eh bien, tout simplement parce que ce n'était pas un problème avec la mémoire qui a atteint sa durée de vie, c'était juste un autre problème en fait. Mais si vous atteignez la limite d'écriture d'un SSD, c'est ce qui va se passer. La capacité va commencer à diminuer et vous le verrez assez vite. Ensuite, on a une question de Nutella qui nous dit « Salut Aurélien, super vidéo, merci à toi. » Et basiquement, il nous demande quand ce sera le bon moment de passer sur Windows 11. Est-ce qu'il y a des différences selon les processeurs? Alors, maintenant que Windows 11 est sorti depuis quelques mois, il est beaucoup plus stable. J'utilise sur un appareil, pour ceux qui se demandent, sur même ma table de bench. J'ai pas trop le choix vu que c'est une table de bench avec les Core Intel de 12e génération. Donc, si vous êtes sur Intel 12e génération, vous êtes obligé d'utiliser Windows 11, pour ceux qui se demandent. Ou sinon, vous n'aurez pas des bonnes performances. Et il me semble qu'il n'est même pas compatible avec Windows 11.
Windows 10. Par contre, pour ceux qui ont un ancien PC qui est toujours sur Windows 10, quand est-ce que c'est le bon moment de passer? Si vous êtes sur processeur Intel, je vous dirais qu'il n'y a aucun problème à passer dessus. Si vous êtes sur processeur AMD, il y a toujours des petits bugs qui traînent. Donc, si vous n'en avez pas besoin, s'il n'y a aucune des nouvelles fonctionnalités de Windows 11 qui vous manque sur Windows 10, restez sur Windows 10, il n'y a aucun problème. Le support de Windows 10 est jusqu'à encore 2024, si je me souviens bien. Vous pouvez attendre, il n'y a aucun problème. Vous allez toujours recevoir des mises à jour de sécurité et vous aurez même des mises à jour de fonctionnalités qui continuent d'arriver sur Windows 10. Donc, juste attendez en fait. Il n'y a aucun problème à attendre un petit peu. Maintenant, si vous voulez vraiment passer dessus parce qu'il y a des trucs que vous trouvez génial, ben là, peut-être que vous pourriez considérer. Un autre endroit où vous devriez considérer, selon moi, c'est ceux qui sont sur ordinateur portable. À l'heure actuelle, Windows 11 est un peu moins optimisé et j'ai remarqué qu'il tient un peu moins au niveau batterie pour certains ordinateurs portables. Donc là aussi, je vous dirais d'attendre. Ça ne fait pas de mal d'attendre un petit peu. Après, ça peut varier d'une personne à l'autre. Et aussi bien des personnes, en passant Windows 11, ça a un petit peu clean certaines choses et du coup, leur ordi portable tourne mieux en réalité. Si vous êtes sur ordi portable, n'hésitez pas à donner des retours d'ailleurs. Si vous avez passé de Windows 10 à Windows 11, comment est-ce que votre durée de vie au niveau de la batterie? Elle est pareille, un petit peu meilleure ou un petit peu moins bien? Donc, yep. Il y a aussi de nouvelles fonctionnalités pour Windows 11 qui arrivent, qui devraient beaucoup servir aux ordinateurs portables, notamment la possibilité de ne pas forcément fermer une application, mais de lui dire « Hey, n'utilise aucune ressource ». Donc, elle tourne toujours, elle est toujours un peu chargée en mémoire, mais elle n'utilise pas de CPU ou autre chose. Ça pourrait être très pratique pour justement les ordinateurs portables. Et vous avez même un système de priorité pour ça. Donc, ça vous permet aussi de dire « Hey, cette application, elle est très importante. Voilà, fais-la tourner forcément. » Et une autre application, vous pourrez être en mode « Celle-là, elle n'est pas importante. Si le processeur met un peu plus de temps à aller, on va dire, lui donner des ressources pour qu'elle puisse s'actualiser ou autre chose, c'est pas grave. » Donc, yep, ça, je vous dirais d'attendre. Mais quoi qu'il arrive, si vous n'avez pas besoin des fonctionnalités de Windows 11, si vous êtes très bien sur Windows 10, ne mettez pas à jour tout de suite. Ça ne sert à rien, en fait. Ensuite, on a une question de Chacha, roi de Chanistri. Ok. Salut Aurélien, merci pour la vidéo. De rien. Existe-t-il un moyen de réellement supprimer un fichier? Par là, il veut dire détruire immédiatement les données sans simplement oublier où le fichier est. Parce que pour ceux qui ne savent pas, quand vous faites clic droit supprimer sur un fichier, en fait, Windows et même la plupart des systèmes d'exploitation ne suppriment pas le fichier. Ils oublient juste où est le fichier. Parce que c'est juste beaucoup plus simple de faire ça. Ce serait bien que d'ailleurs on puisse faire ça dans la vraie vie. Mais bon, dans tous les cas, pour ceux qui voudraient réellement supprimer un fichier, parce que c'est un fichier peut-être sensible, vous avez des programmes sur Windows. Vous avez notamment Eraser, que personnellement, moi, j'ai utilisé, qui marche plutôt bien. Et ça vous rajoute un menu contextuel quand vous faites clic droit. Et vous pouvez juste le supprimer de manière classique, le mettre dans la corbeille, si c'est juste un fichier normal. Mais si c'est un fichier sensible, vous pouvez utiliser Eraser. Et si je me souviens bien, ce que fait Eraser, c'est qu'il va aller réellement supprimer les données et aller sur le disque dur ou le SSD, remplacer justement les bits de mémoire à cet endroit. Je vous le dis, surtout pour les SSD, évitez de le faire si c'est pas un fichier qui mérite d'être supprimé comme ça. Si c'est juste un fichier normal, supprimez-le avec la corbeille, il n'y a aucun problème. C'est mieux même de faire comme ça. Ensuite, on a une question de César. Je suppose que c'est César, oui. C'est Aurélien, qu'est-ce qui fait que certains processeurs Intel, les non-K, ne sont pas overclockables? Le blocage vient-il du BIOS de la carte mère, du processeur en lui-même? Et serait-il possible de bypass cette sécurité en flashant un BIOS custom ou en changeant certains composants de la carte mère? Alors, ça dépend de la génération de processeurs en réalité, cette limite. Mais globalement, en réalité, les constructeurs de cartes mère, s'ils le voulaient, pourraient rendre ces processeurs non-K overclockables. C'est juste que s'ils le font, Intel ne sera pas content, basiquement. Donc, il y a un truc toutefois qui s'est développé ces dernières années sur les versions non-K et qui est du semi-overclocking. Et c'est pour ça qu'Intel est un peu en mode ok, on accepte, mais vous allez aux limites là. Et en gros, vous n'overclockez pas vraiment le CPU, vous ne dites pas oh, je veux que tu tournes à 4,5 GHz, point. En fait, ce que vous faites, c'est que vous dites oh, processeur, tu as droit à beaucoup plus d'énergie maintenant. Tu pouvais prendre 100 watts, maintenant tu peux prendre 200 watts. Et du coup, le processeur en mode, oh, j'ai plus de marge, et du coup, il booste de lui-même à une plus grosse fréquence.
Donc ça, c'est le cas notamment sur les derniers processeurs. Si vous avez une carte mère en B660, c'est ça, oui. Vous avez la possibilité avec par exemple un Core Intel i5 12400 et 12400F, qui ne sont pas des versions K, vous pouvez activer cette option dans les cartes mères qui le supportent en tout cas. Elles ne supportent pas tous, faites attention. Et vous pouvez lui dire, oui, juste utilise plus d'énergie. Et le processeur tournera réellement à une plus haute fréquence. Ça marche plutôt bien dans l'ensemble. Tenez compte que, encore une fois, c'est pas vraiment de l'overclocking. Et l'un des bénéfices de l'overclocking, c'est de régler exactement le processeur comme vous le voulez et de l'optimiser. Ici, c'est pas de l'optimisation. C'est juste genre, vous dites au processeur, vas-y, fais-toi plaisir. Et du coup, il consomme beaucoup plus forcément. Donc, personnellement, c'est quand même une option plutôt cool parce que quoi qu'il arrive, ça vous donne un sacré boost de performance avec un processeur bien souvent qui coûte pas cher. Mais voilà, c'est pas du vrai overclocking complet et certaines personnes préféraient vraiment bidouiller leur processeur comme ils le veulent. Donc voilà. Maintenant, pour les anciennes générations, c'était déjà aussi le cas sur la 11e génération et la 10e génération, se fixe en quelque sorte. Mais avant ça, c'était beaucoup plus compliqué. Certains constructeurs avaient fait des semi-trucs d'overclocking. Vous pouvez toujours aussi techniquement overclocker le bus principal qui est utilisé pour à peu près tout. Donc en fait, vous avez un bus de 100 MHz qui est utilisé dans les cartes mères qui régit tout. Donc la mémoire dépend de ce bus, le processeur et même les lignes PCI Express. Donc vous pouvez l'overclocker, ce truc-là, mais ça veut dire que vous allez overclocker tout et ça peut mener à des situations où le système est instable. Donc, yep. Ensuite, on a un commentaire de Vincent. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est une réaction à une question que j'ai répondu. Donc, dans le dernier épisode, j'ai répondu à la question quelle est la différence entre un GPU custom et un GPU non custom. Et j'avais dit que basiquement, la différence entre le GPU de référence NVIDIA et le GPU custom, par exemple, fait par MSI, Asus ou autre chose, c'était bien souvent le refroidissement, les tâches d'alimentation et d'autres fonctionnalités un petit peu plus genre pas forcément utiles, le RGB, ce genre de choses. Donc Vincent ici, alors je ne critique pas son commentaire, je ne suis pas en mode allez attaquer Vincent, il a insulté mes ancêtres ou autre chose. Non, je tiens juste à faire une réaction que il a dit que ce que j'ai dit était faux, mais selon moi ce qu'il dit est faux. Donc il a dit que la principale différence entre les modèles custom, c'est le tri des puces graphiques. Alors, moi, j'avais parlé de la différence entre une carte référence et une carte custom, je tiens à le préciser. Le tri GPU se fait, mais le tri GPU se fait d'abord chez NVIDIA. NVIDIA va trier les GPU qu'ils ont, qui sont bons, pour déjà faire soit des RTX 3090, puis le GPU un peu moins bon, on va faire une RTX 3080 ou une 3080 Ti. Donc il y a déjà un tri GPU à ce moment-là. Ils font aussi un tri GPU entre tous les GPU pour une 3090 et peut-être que, enfin plus pour une 3080 ici, puis les meilleurs, celui-là est vraiment bon, on va l'envoyer sur le marché professionnel. On va en faire une Quadron avec. Et puis celui-là, je sais que Quadron n'existe plus. Et celui-là, il est aussi très bon. Eh bien, on va le mettre dans un ordinateur portable ici. Donc ça, ce serait plus pour des un peu plus petits GPU parce que NVIDIA n'utilise pas les GPU des 3080 sur ordinateur portable, je tiens à le préciser. Donc ça, ils le font. Mais après avoir fait leur tri comme ça, le restant de GPU qui sont juste des GPU normaux, ils ne sont pas forcément mauvais, ils sont juste, ils sont normaux et ils sont peut-être aussi un peu moins bons. Eh bien, ceux-là, ils vont juste les vendre comme ça, en gros, aux constructeurs de cartes graphiques. Asus va juste acheter 1000 GPU, 2000 GPU, ils ne savent pas qui est quoi, ils ne savent pas qui est bon, qui est mauvais. Donc là, certaines marques le font, ils retrient à nouveau les GPU. Et ça a déjà été prouvé plusieurs fois par le passé, ça a déjà été documenté que oui, certains constructeurs de cartes graphiques le disent, on trie les GPU pour prendre les meilleurs GPU pour mettre dans ce modèle de carte graphique en particulier. Mais pour la plupart des modèles, en réalité, ils ne le font pas. Parce que trier les GPU prend du temps et coûte de l'argent et ça ne vaut pas forcément la peine. Donc ça vaut juste la peine quand vous avez un modèle ultra haut de gamme. Donc par exemple, EVGA a le modèle Kingpin, qui est du nom du célèbre overclocker, qui là est fait pour l'overclocking le plus fou. Donc là, forcément, ils vont trier les GPU qu'ils reçoivent d'NVIDIA pour essayer de trouver les meilleurs pour mettre dans les Kingpin. Mais sinon, pour la plupart des autres GPU, pour la plupart des autres cartes graphiques, ça ne vaut pas la peine, surtout pour une raison principale en ce moment, c'est que la limite d'une carte graphique au niveau overclocking n'est plus forcément le GPU en tant que tel, c'est les limites forcées par NVIDIA tout simplement.
Donc Nvidia dit, ah ben cette carte graphique, elle peut aller jusqu'à autant de consommation à tel TDP. Au-delà, non, c'est plus possible. Donc certains constructeurs poussent la limite, certains constructeurs font des modèles custom, comme j'ai dit, extrêmes, comme le modèle Kingpin, mais la plupart des constructeurs restent dans les spécifications données par Nvidia. Mais vous avez toutefois des différences. Par exemple, un modèle aéro de MSI, ben là, ils vont peut-être dire, l'étage d'alimentation est moins bon, donc c'est MSI qui décide, ils vont dire, vous pouvez aller jusqu'à 105% du TDP. Donc, quand vous allez dans un logiciel d'overclocking, vous pourrez juste mettre le slider jusqu'à 105%. Et ce slider, ça veut littéralement dire au GPU, genre, consomme 105% de l'énergie que tu peux consommer. Donc, il va booster de lui-même et s'overclocker de lui-même. Après, vous pouvez aussi faire un overclocking custom. Pour les plus gros GPU, par exemple les Supremix, comme il donne dans son commentaire, c'est possible que pour les Supremix, MSI fasse un tri de leur GPU pour mettre dans les Supremix. Ça, je ne critique pas le fait que ce soit possible. Mais c'est pas Nvidia qui dit « Oh, ce GPU, il est excellent. Tiens, MSI, prends celui-là, il est très bon, mets-le dans ta Supremix. » Non, ça ne marche pas comme ça. Par contre, MSI peut le faire, mais bien souvent, ce qu'ils font, c'est que la Supremix a juste un meilleur étage d'alimentation, et du coup, ils vont dire que la Supremix, elle peut avoir 120% du TDP. Et on va aussi l'overclocker de base. Genre, on va déjà lui mettre un boost de base. Et c'est là que vous allez avoir la différence entre un GPU custom de base et un GPU custom plus haut de gamme. Et d'où la différence de prix, réellement. La différence de prix, comme j'ai dit, ne se fait pas forcément sur le GPU, à part si ça a été clairement indiqué par le constructeur, comme je dis pour par exemple une Kingpin de chez VGA. La différence se fera surtout sur l'étage d'alimentation, le refroidissement, le RGB, les fonctionnalités superflues, le nombre peut-être d'output input derrière, le fait qu'il y a peut-être un water block. C'est là où vous aurez la différence de prix qui va se faire. Et puis après aussi, ils peuvent régler le BIOS, dire « cette carte, elle peut consommer plus. » Et là, vous aurez une différence aussi qui se fera. Mais non, ça c'est faux, comme tu le dis. Nvidia ne va pas trier les GPU et donner les meilleurs GPU en disant à MSI, Asus et tout ça, mettez-les dans leur modèle haut de gamme. Ils ne font pas ça. Nvidia n'a pas à le faire et ils s'en fichent de le faire surtout. Donc eux, ils trient juste leur GPU comme ils le font, comme j'ai dit, pour mettre dans les cartes professionnelles, mettre dans les cartes plus d'ordinateurs portables. Et encore là, il y a des débats comme quoi des fois, ils s'en fichent même de trier pour ça, pour information. Et puis après, ils vendent en gros, ils vendent un batch. Ils disent, tiens, MSI, voilà 10 000 GPU d'RTX 3080, fais-nous des RTX 3080. Et puis MSI peut décider de retrier, mais la plupart du temps, je vous le dis, il ne trie pas parce que ça ne vaut pas la peine en fait. Ça ne vaut juste pas la peine. Parce que la plus grosse différence va se faire juste avec ce slider de consommation. Et c'est pour ça qu'on a toujours la loterie du silicium où ça va surtout se jouer à de la chance. Donc, comme il l'a dit aussi, c'est qu'on pourrait enlever un GPU, le mettre sur une meilleure carte graphique. Le truc, c'est que l'étage d'alimentation fait aussi une énorme différence, comme j'ai dit. Plus l'étage d'alimentation est bon, plus vous allez pouvoir overclocker cette carte graphique, parce que ce sera stable. Donc, bien souvent, des fois, vous avez remarqué, j'ai déjà vu le cas, j'ai déjà vu certaines cartes graphiques où un modèle milieu de gamme s'overclockait mieux qu'un modèle haut de gamme, malgré le meilleur étage d'alimentation. Et du coup, aussi bien, si vous aviez pris ce GPU milieu de gamme et vous l'avez mis, cette carte haut de gamme, vous avez pris le GPU et vous l'avez mis sur la carte haut de gamme, aussi bien, il serait encore overclocké encore plus haut. Donc, c'est juste pour dire. Bref, je ne vais pas partir pendant 3 heures là-dessus. Ça a déjà été documenté plusieurs fois que c'était comme ça qu'ils le faisaient. Maintenant, c'est tout à fait possible qu'ils l'aient changé récemment. Je ne m'amuse pas à vérifier chaque semaine s'ils ils changent leur processus à ce niveau-là. Donc, si, Vincent, tu as des preuves, tout simplement, des articles peut-être, des commentaires de NVIDIA qui disent « Ah oui, on fait ça », ou des commentaires de MSI « Ah oui, NVIDIA fait ça pour nous », je suis tout à fait prêt à les recevoir et à les lire et changer d'avis là-dessus. Parce que je ne dis pas que mon avis est totalement genre « Oh, c'est mon avis, c'est la vérité, comme ça ». Non. Mais par rapport à tout ce que j'ai vu par le passé, ça a toujours été comme ça. Donc ça m'étonne qu'ils auraient changé radicalement de façon de procéder là-dessus. Donc, si tu as des preuves, j'aimerais bien en avoir. Ensuite, on a un commentaire de Benjamin Aymon qui nous dit « Est-ce que ça vaudrait vraiment le coup d'acheter une 4000 Series, donc une RTX 4000 ?» Alors, comme d'habitude, à chaque fois pour les cartes graphiques, je le dis souvent,
Si vous avez déjà une RTX 3000, ça ne vaudra pas la peine. Même si elles sont 2 fois plus performantes, vous avez toujours une carte graphique qui est très bonne, très performante et elle n'a aucun problème, ok? Donc, restez avec votre RTX 3000, il n'y a pas de problème. À part si c'est votre passion et que vous avez le budget de toute façon et que vous aimez dépenser de l'argent là-dedans, faites-vous plaisir. Mais je le dis surtout aux gens qui sentent la pression peut-être parce que à chaque sortie de carte graphique comme ça, à chaque sortie de nouveaux produits, c'est toujours hey, faut que tu achètes le nouveau parce que maintenant l'ancien, c'est de la merde. Le nouveau, il est beaucoup mieux, donc tu devrais l'acheter. Alors que l'ancien smartphone, l'ancienne carte graphique, autre chose, est toujours très bonne. Donc il n'y a pas besoin de changer. Donc là, RTX 3000 seront toujours très bonnes. RTX 2000, si vous avez une 2080 Ti ou une 2080, franchement, elles sont toujours aussi très bonnes. Il n'y a pas de problème. Si vous avez une 2060, bon, elle commence un petit peu à vieillir. Si vraiment elle vous limite, oui, vous pouvez peut-être upgrade. Mais moi, je ne changerai pas forcément non plus. Maintenant, si vous avez plus vieux, des GTX 1000 et tout ça, c'est toujours c'est des cartes qui, selon moi, avaient une valeur exceptionnelle, qui sont sorties là très longtemps et qui sont toujours, au final, bonnes. Là, vous pourriez envisager d'upgrade peut-être. Mais encore une fois, c'est selon votre utilisation. Si la carte convient à votre utilisation, vous n'avez pas besoin d'upgrade. Mais si vous sentez qu'elle vous limite vraiment, que vous êtes en mode j'en ai marre un petit peu, je peux pas jouer à la résolution que je veux, j'ai acheté un nouvel écran et je peux pas jouer en 1440p, je suis obligé de jouer en 1080p, je tourne à 60 fps alors que mon écran est 140 Hz ou autre chose. Ok, là, vous pouvez peut-être éventuellement upgrade. Maintenant, est-ce que ça vaudra la peine d'acheter les RTX 4000 pour ce qu'elles sont réellement? Ben ça, on ne le sait pas encore. Je ne sais pas leur niveau de performance. Apparemment, Nvidia voudrait vraiment booster les performances cette génération-ci parce qu'ils ont une énorme concurrence de la part d'AMD et aussi bientôt Intel. Donc, ils veulent rester au top, tout simplement. Et s'ils ne font pas ça, ils ne resteront pas au top. Donc, c'est pour moi la raison pour laquelle on va avoir un gros boost de performance. Mais est-ce que ça vaut la peine? Ben, on ne le sait pas encore. Aussi bien les RTX 4000 vont être mauvaises. On ne le sait pas. Donc, il faudra voir à ce moment-là. Mais yep, si vous avez déjà une bonne carte graphique, ne sentez pas la pression du marketing sur le fait de devoir la changer, ok? Et enfin, on en arrive à la dernière question de Baptiste Fredouille qui nous pose la question suivante. On peut pas faire des plaques de silicium carré, tout simplement? Alors, pour ceux qui ne savent pas, tout ce qui est microprocesseur, donc processeur graphique, processeur de téléphone portable et tout, puces mémoire sont fabriqués sur du silicium. Le silicium, pour la fabrication, est mis sous forme de wafer. Donc les wafers, c'est juste des ronds. Alors c'est pas rond de cette taille-là, c'est des assez gros ronds. Et du coup, comme les processeurs sont très petits, donc on va graver les processeurs l'un à côté de l'autre. Donc vous avez des lignes littéralement de processeurs l'un sur l'autre sur ce wafer. Vous pouvez taper wafer sur Internet, vous verrez à quoi ça ressemble. Du coup, forcément, le processeur est rectangulaire. Donc tous les processeurs qui sont sur le bord du rond, ben, ils sont coupés. Donc il y a du gâchis qui est fait ici. Eh bien, la raison pour laquelle c'est fait comme ça, c'est tout simplement parce que pour fabriquer un processeur, on utilise de l'optique. Donc on utilise des lasers et on utilise des optiques pour rediriger cette lumière pour graver sur le silicium. Et du coup, les optiques, c'est tout simplement beaucoup plus facile de faire des ronds. Vous avez déjà dû le voir très souvent avec les appareils photo. Ben là, c'est rond. Malgré que ma vidéo ici que je suis là, que vous regardez actuellement, est en 16/9, l'objectif de mon appareil photo est rond. Et là, dans le cas des appareils photo, c'est tout simplement fait ce qu'ils font tout simplement, c'est que le rectangle du capteur photo est totalement couvert par le rond de lumière qui sort de l'objectif. Donc il y a de la perte, il y a de la lumière au-dessus, en bas qui est perdue, mais c'est pas grave ici parce que on s'en fiche un petit peu. C'est juste beaucoup plus simple de faire un objectif rond. Dans le cas de la fabrication de processeurs, on ne veut pas avoir cette perte au-dessus, cette perte en dessous. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un rond tout simplement. On fait un disque de silicium et comme ça remplit parfaitement la forme de l'optique de la machine de fabrication. Et tous les processeurs qui sont sur le bord, oui, il y a un petit peu de perte, c'est dommage, mais il y aurait eu beaucoup plus de pertes si on avait juste fait un rectangle et que la machine aurait tourné et qu'il n'y aurait pas de processeur qui serait gravé au-dessus et en dessous de ce rectangle. Et pour ceux qui se demandent « Ah, mais ils ne peuvent pas faire de l'optique carrée ?» Non, enfin, vous pouvez, il me semble, mais c'est extrêmement compliqué. C'est juste beaucoup plus simple de faire des ronds. Donc, yep. Voilà pourquoi,
pour ceux qui se demandent, les wafers sont ronds parce que c'est tout simplement plus économiquement viable de le faire comme ça. Ça marche juste tout simplement. Il y a des pertes, oui, mais il y aurait beaucoup plus de pertes si c'était un rectangle. Donc, yep. Surtout que, alors, il y a le coût en silicium. Le silicium coûte en matière, mais le silicium n'est pas une matière qui coûte extrêmement cher. Il y a quand même un coût, hein, mais c'est pas ce qui coûte extrêmement cher. Ce qui coûte plus cher, par contre, c'est la machine qui grave les processeurs, c'est les techniciens derrière. Et ça, du coup, vous voulez le maximiser. Vous voulez qu'à chaque fois que cette machine tourne, 100% de sa zone de gravure est utilisée vraiment. Et c'est pour ça que, tout simplement, on fait un rond. Donc voilà. Oui, on pourrait faire un carré, on pourrait faire un rectangle, mais ce serait pas très efficace. Bref, c'était la dernière question. On va en rester là pour ce question-réponse. J'espère que vous avez bien apprécié. Si vous avez des questions en rapport avec n'importe quoi, tant que ça touche à la technologie, je ne peux pas vous répondre, par exemple, sur, je sais pas moi, la reproduction des crevettes en eau douce. Je n'y connais rien, je suis désolé. Mais si vous avez n'importe quelle question au niveau tech, j'essaierai d'y répondre si c'est dans un domaine que je connais. Si ce n'est pas un domaine que je connais, honnêtement, je juste en mode, je ne sais pas. Donc, en général, j'évite de sélectionner la question si je ne peux pas y répondre. Mais si c'est une question très intéressante, mais que je ne sais pas, je dirais que je ne sais pas, et puis je vous inviterai à répondre à ma place. Mais voilà, c'est assez rare en réalité, parce que je sais que ce sont que des questions où je sais à peu près répondre. Bref, merci à tous, j'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo, et je vous dis ciao ciao.